Trésor, mémoire de radio, présente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. Allez, venez, entrez, je vous invite, franchement. Bah, qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça? Ah oui, je vois. Attention aux chiens. Bon, mais rien à craindre. On dit attention aux chiens parce que, venez, regardez-les là. Vous voyez, parce qu'on risquerait de marcher dessus, simplement. Allez, entrez, je vais vous faire visiter. Mais non, vous ne dérangez pas, en vacances, on n'est jamais dérangé. Je vais vous faire visiter la maison, venez. Il adorait taquiner les gens. Et c'était un provocateur. Alors comme j'en suis un autre, on s'entendait très bien. Enfin, je sais que tout le monde riait beaucoup autour de nous, mais nous, il y avait beaucoup de choses qui nous échappaient. Il aimait bien, comment dirais-je, faire des blagues et laisser l'autre en face de lui pantois. Mon père était comédien, mais mon grand-père était comédien, et mon arrière-grand-père était comédien. Alors, franchement, de François, Louis, Francis et Jean-Marie, lequel a vraiment été le plus embêté, hein. Ne laissez pas traîner l'amour et les souvenirs autour des mamas mourantes. Ayez l'armoire de rangement fourre-tout bloc. Roger Pierre. Oui. Vous avez été un grand ami de Francis Blanche. Oui, je crois. Vous avez travaillé beaucoup avec lui. Oui. Au cabaret, au cinéma, oui. Au théâtre. À la télévision. À la télévision. Alors, comment définir l'humour de Francis Blanche? C'est un petit peu le fils de la famille Blanche. Son grand-père, François Blanche, était comédien au Châtelet. Son père, Louis Blanche, était un grand comédien qui a beaucoup joué à Paris. Sa tante était Madame Fontenay qui donnait des cours. Et il disait toujours, je suis comédien par hérédité. Mes débuts au cabaret datent de mes débuts absolument, car quand j'ai débuté, c'était au cabaret. Prédestination, c'était près de l'Étoile, dans un petit cabaret, hélas, disparu de nos jours, qui a été fermé peu longtemps après, parce que à cause de sa trop grande proximité avec le soldat inconnu. Et tous les hommes ont eu si chaud sur le chemin des grands soleils. Les hommes ont eu chaud sur les chemins de grand soleil parce qu'ils ne portent pas les sous-vêtements prout-machers. Francis était quelqu'un de très agréable à vivre, malgré qu'on puisse raconter dans le métier. Souvent on dit que Francis Blanche était très difficile. Non, ce n'est pas vrai. On ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. On ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection parce qu'il n'est pas équipé d'un matelas relax. Sur un matelas relax, mourir devient un vrai plaisir. J'étais très fier la première semaine quand j'ai ramené mon premier cachet à la maison, mes premiers sous. Je serrais ça sur mon cœur et j'ai exhibé ça fièrement en arrivant chez mon papa. Et puis, il a fait main basse dessus, et puis, il me l'a restitué raisonnablement au compte-gouttes, comme on doit faire à tout jeune homme. Oui, jeunes gens, ne dépensez pas votre argent à tort et à travers, mettez vos sous de côté. Comment expliquer aussi sa boulimie du travail? Parce que je crois qu'il tournait, il jouait au théâtre, il faisait du cabaret la nuit, c'est quand même un rythme assez frénétique. Il fallait qu'il gagne beaucoup d'argent, parce qu'il avait des enfants, c'était un très bon père, c'était un bon mari, et puis il était très généreux. Et là, il cultivait aussi la bonne table. Je lui disais, mais tu es fou, regarde, il me fait Roger. Quand tu te seras détraqué l'estomac comme dans les restaurants minables, tu verras que parfois, un bon restaurant avec un bon chef, c'est la santé. Il y a des raisonnements comme ça. Il adorait vivre, il adorait boire, il adorait aller dans les boîtes, de parler, rencontrer les gens, donc...
Finalement, il aimait beaucoup la vie, quoi. C'est ça. La seule chose qu'il aimait vraiment, c'est de vivre. Et il en a vraiment bien profité. Il est mort très jeune, il avait 53 ans, mais il en a profité comme peu de gens ont profité en si peu de temps. Est-ce qu'il avait le temps de faire rire ses enfants? Il faisait rire le public parce qu'il avait besoin d'argent. Est-ce qu'il avait le temps de faire rire ses enfants, sa famille? Ah oui, il nous faisait rire. Il nous sortait quand il venait, avec son énorme Cadillac, Fleetwood Cadillac et tout. On était tous les trois à l'arrière avec l'énorme banquette de Cadillac et on jouait comme des fous avec maman et papa à l'avant. C'était un monde, c'était extraordinaire. Et il y avait tellement de choses à mener, des voitures, des femmes, des enfants, des maisons, avec les impôts toujours derrière, qui accrochent tout ce qui vient. Vous savez ce que ça veut dire, vous, en anglais? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, chèque, en anglais? Ça veut dire secouer. Ça veut dire secouer? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'on secoue dans cette danse-là? Là, je sais pas le dire en anglais, là. Ben voilà. Ah, c'est malade, tiens. Quoi, malade? Dites donc, vous me parlez sur un autre temps, vous? Comment vous parlez sur un autre ton? Je suis chez moi, ici, pratiquement. Mais dites donc, je vous connais pas depuis le début, vous me suivez, vous. Qui c'est que vous êtes, là? D'abord, quand on a le nez de travers, on parle autrement. Mais dites donc, je vous en prie, qu'est-ce que c'est que votre vacances, là? Qu'est-ce que c'est que ce signe-là? Mais m'énervez pas, vous. Eh ben alors? Mais dites donc, vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai ma claque, alors. Et tout ça parce que pour un faux chèque, un vrai chèque. Et vous n'aimez pas les chèques? Non, je n'aime pas les chèques. Vous n'aimez pas les chèques? Non, je n'aime pas les chèques. Eh ben, je vous paye en liquide. Vous payez. Et une fois, les impôts étaient vraiment trop forts, trop durs avec lui. Alors là, ce qu'il a fait, il leur a rendu la monnaie de la pièce, je peux le dire, puisqu'il les a payés en centimes. En centimes. Et des énormes sacs de centimes. Tenez, comptez, allez-y. C'est beau. C'est fort. Il aurait dû vivre autant d'Ali Baba. Enfin, il menait, si vous voulez, une vie d'oriental. Je ne dis pas que c'était un polygame, mais c'était un personnage qui avait une vie multiple. C'est très rare, parce que dans notre métier, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont été aussi occupés dans leur vie privée. Le Tsar Rabindranath Duval, auquel j'ai le plaisir et l'avantage de vous présenter aujourd'hui l'extraordinaire, silence-vous, l'extraordinaire numéro de voyance, le Tsar Rabindranath Duval et les descendants authentiques des grands tsars de l'Inde. Vous êtes né dans l'Inde, votre sérénité? Oui. Oui, à quel endroit dans l'Inde? Châteauroux. À Châteauroux, oui. D'ailleurs, votre père était hindou. Il était hindou. Votre grand-père? Hindu. Ah bon? Vous voyez que le Tsar a de Kitnir, et d'ailleurs, il cultive son don de double but. Vous avez le don de double but, n'est-ce pas? Oui, je vois double. Ah, c'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est atavique. Non, c'est à moi. Oui, enfin. C'est congénital, je veux dire. Non, c'est quand j'ai trop bu. Oui. Le Tsar cultive son don de double but en suivant un régime particulier. Quelle est la cuisine que vous mangez pour votre dîner, votre sérénité? De la cuisine à l'huile, exclusivement. Pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Vous voyez le merveilleux, le splendide. Eh bien, nous allons nous livrer à présent sur quelques personnes de... Qu'est-ce qu'il y a encore? Voici pas une pièce d'épargne. Oui, non, je vous en prie. Nous allons nous livrer sur les personnes de l'assistance publique à quelques petites expériences absolument hallucinatoires. Votre sérénité, vous êtes concentré? Je suis concentré. Vous êtes concentré? Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. Alors, je vais vous demander, votre sérénité, de me dire quel est le signe zodiacal de monsieur. Et monsieur est né sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil d'œuf. Oui. Quel est son caractère? Impulsif et simultané. Oui. Et son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Et on sentait que cet acteur jouait en dessous de ce qu'il voulait faire. Et c'était triste pour moi. C'est-à-dire, je le voyais seul échappe à cette critique générale. Moi, c'était les spectacles qu'il avait avec son complice Pierre Dac, le fakir, parce que là, il se retrouvait dans un esprit complètement délirant qui était le sien. Ah, mais Francis est très lui, il sait tout faire. Alors, moi, je suis très maladroit et Francis est très adroit.
Voulez-vous me dire quelle est la nationalité de madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui, et sa mère? Pochette surprise. Très bien. Et ta sœur? Ta sœur, elle bat le beurre quand Oui, elle bat la fille, on passe à la baguette. Ça va, ne commencez pas Voyou. vos insolences, oui. Mal élevé. Escroc. Ringard. Mon sérénité, concentrez-vous un peu. Je vous trouve bien dilué tout d'un coup. Avec la chaleur qu'il fait, c'est pas étonnant. Mon sérénité, est-ce que je peux continuer à vous poser des questions? Ou des ventouses, si vous voulez. Oui, non. Votre sérénité, monsieur que voici, que voilà, a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait pas complexe. Quel complexe? À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne. Et alors? Et alors, il se brûle. Bon, c'est à présent quelque chose de très important. Pouvez-vous dire le numéro de la carte d'identité de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est pas vous avez très bien répondu, il est vraiment extraordinaire, il est vareuse. Hein? Il est vareuse. Non, je veux dire, il est unique. Oui. Nous l'applaudissons bien fort pendant que sa sérénité envoie des baiser à l'assistance publique. Et sa contribution au théâtre et au cabaret, s'il y a des pièces que vous avez suivies, qui ont été prépondérantes, enfin, intéressantes? Il y avait une pièce qu'il a écrite entièrement, qui était une pièce à sketch, qui s'appelait Les escargots meurent debout, qui était une vingtaine de sketchs à peu près, qu'il a joué avec Le Poulain, avec Michel Roux. C'était extraordinaire parce que la première sketch, c'était une petite sketch d'introduction qui durait au départ, quand ils ont commencé la série, 3 minutes. Mais il y avait des soirs où ça durait 9-10 minutes. Parce qu'il y avait un jeu entre Michel Roux et Francis qui rajoutait, qui inventait tous les soirs quelque chose. Et j'ai assisté à des jours où ça durait 9 minutes. Je joue au Théâtre Fontaine, les escargots meurent debout, alors je n'ai qu'un seul jour de relâche. Et quand je reste à Paris, ce jour de relâche, je l'emploie, il faut bien le dire, je l'emploie à aller rôder dans le théâtre désert. On ne peut pas la laisser comme ça, le alors vous pouvez mettre dans le lit. Et à essayer, mais pour moi tout seul cette fois-là, tous les costumes que je mets les autres jours au cours de la pièce. C'est un homme qui allait se transformer. C'est un espèce de l'homme Chanet français, l'homme aux 1000 visages. Changer. Alors moi, comme j'aime beaucoup changer les acteurs, tout au cours des 6 films que j'ai fait avec Francis Blanche, je l'ai toujours changé. C'est-à-dire, je lui ai rasé le crâne à moitié, je lui ai mis une perruque blonde, ou alors au contraire, il avait un œil de verre, il avait un œil blanc. Et là, pas de contraction musculaire. Non, voyons les articulations maintenant. Mais c'est parfait, ces petites articulations. Non, j'y vais. Tenez mon petit, en attendant, prenez donc votre température. Je reviens. Qu'est-ce que
Très beau militaire. Je suis le neveu de Monsieur Lavalette, je viens voir mon oncle. Eh bien, moi, je suis médecin, faites voir votre langue. Oh, la vilaine langue. Vous savez que votre oncle m'a demandé de vous examiner, alors déshabillez-vous. Eh bien, on a des idées de derrière la tête. Attention, matelot, je ne suis plus une jeune fille, hein. Allez, à poil. C'est la cabine numéro 3, ici. Vous allez prendre votre température. Je vais vous apporter le thermomètre. Juste le temps de le récupérer. Taisez-vous, idiote! Oh, l'allemand, ça alors? Ja, meine Damen, ja, Capitaine Siegfried von Bohnen, ancien officier de la firma. Monsieur, vous êtes le bienvenu chez moi. Entrez. Madame, je suis venu de l'Allemagne pour vous remettre officiellement ceci. Oh, du chocolat? Non, mieux que chocolat, une décoration, et la croix de guerre avec feuilles de chêne et feuilles de laurier. Pour moi? Oui, à la mémoire de votre mari, Major Otto Schulz. Mon mari n'était que sergent. Sergent-major, à titre posthume. Les souvenirs les plus amusants que j'ai remontent à l'époque où je tournais Babette s'en va en guerre avec Christian Jacques. Et je jouais un colonel SS avec un uniforme noir, des têtes de mort, des trucs assez impressionnants. Et je me rappelle, on tournait du côté de Lagny, par là. Et à l'heure de la pause, je suis parti avec mon camarade Jean Carmé, qui lui aussi jouait le rôle d'un résistant, un croque-mort, qui était habillé en croque-mort. Alors, moi habillé en SS, lui en croque-mort, nous sommes allés déjeuner à Meaux dans un grand restaurant. Nous avons fait une entrée assez remarquée. Je l'ai pris par la peau du cou et très brutalement, je l'ai précipité à l'intérieur du restaurant. Et puis je lui ai montré une table, je lui ai dit « Assis, ici, et taisons-nous » Et les gens qui étaient en train de bouffer sont restés bouche bée en se demandant à quelle époque ils étaient, s'ils étaient encore pendant l'occupation ou pas. Une autre bouteille de Sileno, bien fraîche. Et qu'est-ce que je dis? Vous disiez être tranché? Ah oui, j'ai appelé les colonels ennemis en face, vous savez, américaine. Colonel Sean Spencer! Alors lui, il répond, yes! Alors j'ai dit, nous voulons nous rendre! Et j'ai agité un grand drapeau blanc. Lui, naïf, stupide, américain, grand enfant, il sort avec tous ses hommes. J'écris, feu et bang, 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 nous tirons, ces grands soldats américains. Et le colonel Spencer est mort? Ah non, je dirais trop pas, j'ai touché la jambe et il est parti comme ça. Bonjour, monsieur. Je suis le colonel John Spencer. Après Papa Schulz, par exemple, on vous a proposé certainement beaucoup de films pour tourner un rôle beaucoup d'officiers allemands, notamment en Italie, où pour eux, je suis de l'allemand type. Dès qu'il y a un rôle d'allemand à jouer, c'est pour Blanquer. Il n'y a rien à... On ne peut pas leur faire changer d'avis. Bien pour toucher les rapatriés. Non, je suis trompé. Ils viennent pour toucher les pensions des guerres, Krieg, gros malheur, pim, pom, pom, Volkswagen, haha, Kronenbourg, haha. Quel nom? Schulz. Prénom, papa. Papa Schulz? Ja, je connais pas. Si vous êtes sage et obéissante, les papiers ne sortent pas du coffre. Si vous n'êtes pas sage, les papiers reviennent et vous serez fusillé. Pam, pam, pam. Compris? Je peux peut-être m'en aller. Vous permettez? Il y avait une rencontre, je crois, d'un personnage qui lui a été proposé par Christian Jacques et la personnalité de Francis. Je sais qu'il a énormément d'apporté à ce personnage, justement, de Papa Schulz. D'ailleurs, c'est très célèbre parce que le dialogue était écrit « Vous serez fusillé », qu'il disait avec son célèbre accent allemand. Et Francis a rajouté « Vous serez fusillé sévèrement ».
Et là, tout d'un coup, il y avait un éclat de rire dans la salle, même pendant le tournage, parce qu'il rajoutait toujours des choses. Il arrangeait comme il était auteur lui-même, il arrangeait ses répliques. Alors, vous descendez avec la luge jusqu'à l'igloo, hein. Là, tu l'aperçois et tu t'écris... Mon esquimau préféré. Voilà, alors vous sortez cette saloperie de votre poche et vous dites... Un vent vert. Et si j'ajoutais, il ne s'use que lorsqu'on s'en sert, hein. On va porter un petit gueule. Allez, on va le tourner. Silence. En place, tout le monde, le rouge. Le rouge. Moteur. Ventilo. Préféré. Un vent vert qui ne fond qu'en plein hiver. Pour mettre en scène, c'était un cadeau superbe. C'était un cadeau superbe quand il était intelligent. J'ai vu d'autres qui se vexaient en disant que parce qu'ils croyaient qu'eux, ils savaient mieux. Je n'ai pas compris alors. Alors, pour faire tourner, il faut faire tourner comme ça, tu vois. Tout le monde derrière. C'est ton mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Attendez qu'on dise bonsoir. Oh non, détachez-moi de là. Je me descends. Bon, on refait la même chose, un plongée, hein. Préparez-moi, On a reproché à Francis Blanche de faire beaucoup de films alimentaires, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'acteurs, même aujourd'hui, de faire des films alimentaires. Il y en a aujourd'hui, mais si vous voulez, on peut dire que l'exemple de Francis Blanche, de Darry Cole et de beaucoup d'autres ont freiné un petit peu ça. Il en reste 2 ou 3, je ne les citerai pas par charité, mais je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, avant, c'était tout le monde qui faisait ça. Michel Serrault, Poiret, Magnan, tout le monde faisait ça, n'est-ce pas? Et ça donnait un cinéma français qui n'était pas désagréable, mais qui volait très bas. Très bien les enfants, très bien, je suis très content. Maintenant on va tourner ceci. Allez, envoyez-moi des projecteurs. Vite, Je n'ai pas dit à moi, j'ai dit là-bas. Vous comprenez rien de plus alors. Qu'est-ce que c'est ça la perche? On voit la perche, mon vieux. Vous savez, on voit la perche à la télévision, maintenant on a l'habitude. Bien. Alors, vous dites votre chose. Allez-y. Oui. Dans le premier film qu'il a tourné, il y a évidemment des films qu'on va oublier très vite, hélas. Oui, vous savez, quand on a un métier, il faut bien en vivre. Et vous verrez qu'un jour, on ressortira ces films, tous, pas tous, pour voir certains visages, pour revoir Jean-Marie Amato, pour revoir des gens qui ont disparu et qui faisaient partie d'équipes de talents prometteurs. Et on ira les chercher comme on va chercher dans des vieux Méliès ou parce que ce sont quand même des témoignages d'une époque. N'insultez pas mon gagne-pain. N'oubliez pas, monsieur le juré, que c'est grâce à ce modeste taxi que je peux poursuivre mes coûteuses études. Ouais, ça va, on le fait, mon vieux. Et nous, il va avec sa bagnole? Évidemment, l'autocar de la grande place, c'est le calcul. Oui, il y a moi avec les Suédois. Ouais, moi et les Mexicains. Moi et mes Écossais. Moi et les Danois. Oui, plus 2 Mexicaines, 1 Canadienne, 1 hindoue, 2 Danoises et un paquet de Gauloises bleues. Alors, avec Francis Blanche aussi, tu as joué dans un film qui s'appelle Les Motards. Les Motards, oui. Quel souvenir as-tu de ce film? Eh bien, Les Motards, c'est un des films français qui est passé le plus en France, parmi les 100 films français les plus, comment dirais-je, redemandés. Bonjour. Ma sœur, un invité. C'est encore un voyou de ta bande. C'est un voyou. Ataulfo Cucaragua. Qu'est-ce que c'est que ce nom couché dehors? Ah non, c'est pas couché dehors, c'est couché ici. Ici, chez moi? Si. Non, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. C'est un homme extraordinaire, tu sais. C'est un voyou extraordinaire ici. Ça, il est extraordinaire. Non, mais c'est... Taisez-vous, s'il vous plaît, je fais l'explication. Pourquoi dans mon pays, c'est assignaturé un traité de la France, mais c'est impossible à Californie, un voyou extraordinaire. Mais là, un seul métier que la sympa, de prendre la serviette, ça, et tout fait ping, fait pompe dans un wagonnet, tous des cailloux dégueulasses. Alors, si voici caché et couché ici. Compris? Non. Une fois, il m'avait montré une photo de lui où il était mince comme un fil et c'était vraiment un jeune premier au départ, quand il avait 18 ans. Et brusquement, à la suite d'une maladie glandulaire, il a grossi. Et toute sa vie, ça a été ça. C'est-à-dire, ça a été le jeune homme qui n'était plus un jeune homme. Dans le fond, on a peut-être mieux valu que ce soit moi qui m'en aille. Pourquoi? Parce que tout ça serait terminé par une jolie petite scène d'amour, bien classique. Dites donc pas de bêtises. Bon, mais je sais ce que je dis. Il vous adore, le Pierre.
Évidemment, ce soir, il y a eu un peu le trac pour vous, alors la réaction... Mais tout de même, il y a des limites. Imaginez un jeune homme normal, mince, qui brusquement, vers 25-26 ans, devient gros et rond. Il adorait la dérision à cause de ça. Scoot toujours, ouais. C'est vous qui avez monté cette tente? Oui, chef. Oui, mais je suis pas terminé. Et dans l'allée? Eh ben bravo. À quelle troupe appartenez-vous? 55e Montélimar, chef. On s'est un peu égaré. Oui, on faisait un grand jeu en Auvergne. On a dû se tromper de pigeon. Eh ben je vais vous prendre en charge et avertir votre chef. Eh bien, justement, on allait vous téléphoner. Allez, viens, Joujou. Ne m'obligez pas à vous rappeler que l'obéissance fait partie de la loi scout. Allez. Ah non, alors. Non. Christian, je te présente Édouard et Félix. Enchanté. Je te les laisse pour la journée. Alors, si ça ne colle pas, préviens-moi. Oui, chef. Les gars, on s'installe, il y a du boulot. Alors tâchez de vous rendre utile, hein. Chez moi, il n'y a pas de traînard, qu'on se le dise. Foncez. Fonçons. Allez, fonçons. Moi, j'ai pris Francis Blanche pour faire l'inspecteur Cuchera dans Un drôle de paroissien avec Bourvil. Il avait un rôle équivalent à Bourvil, et Bourvil, pour aider justement cette ascension de Francis Blanche au vedettariat, avait accepté d'être en même grosseur que lui au-dessus de l'affiche. Et voilà, le couple a été formé, le film a très bien marché. Vous désirez, mon fils? Rien. Je me sens pas bien. J'ai commis une erreur. C'est une affaire entre vous et votre conscience. Sans voir ma conscience, je suis honnête, vous savez. Évidemment, de temps en temps, permettez, j'ai les 2 minutes. Oui, de temps en temps, il m'arrive de déserter l'église pour aller au café. Le Seigneur n'interdit pas aux travailleurs de se détendre. Mon travail m'ennuie tellement. C'est barbant d'être toujours dans les églises à surveiller les voleurs. Aux terrasses des cafés, il n'y a quand même plus de soleil. Nul ne vous oblige à surveiller les voleurs. Dieu laisse à l'homme le choix de son destin. Puis alors peut-être au bistrot, il m'arrive de boire un peu trop. Et vous tenez bien? Mais 3 litres par jour, quoi. C'est sans doute excessif. Et puis, il m'arrive aussi de regarder les dames. Dans les églises? Ah non, mon père, ça non, j'oserais pas, non. Non, dans la rue, dans le métro. Elles ont toutes des robes collantes, elles montrent toutes leurs genoux. C'est difficile de ne pas y penser. C'est l'œuvre de Satan, mon fils. Oui, mais c'est difficile de résister, hein. Oh, c'est bien vrai. Mais vous résistez? La plupart du temps, je cède. C'est que vous avez du charme, mon fils. Et le Seigneur vous pardonnera plus facilement si vous attirez malgré vous. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je suis marié. Oh, l'adultère? Mais la confiance de votre femme est un trésor sacré dont vous êtes le dépositaire. Et puis mon père, il y a pire. Encore? Oui. Je vous ai pris pour un voleur. Moi? Vous trouvez que j'en ai la tête? Pour votre pénitence, vous réciterez 10 pâtés à 10 Ave Maria. Et puisque vous m'avez pris pour un voleur, vous ne manquerez pas de racheter cette faute en passant près de nos troncs. Une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Ça, je peux pas. Pourquoi? J'ai pas de nez. Oh, mais je vais vous en faire, mon fils. Il a voulu tourner avec moi parce que j'aime beaucoup la dérision. Mon côté slave m'a porté à la dérision, un peu comme Polanski, Topor et toute cette bande de slaves que nous sommes. Et il avait ce point commun avec nous à cause de ça, je crois. Mais alors, votre voleur, comment est-il? Il était plutôt petit, avec une grosse tête, pas à savoir les cheveux poivre et sel, que dégarni de côté, avec une pointe au milieu. Et était grassouillet, même rondouillard. Il n'avait pas une petite moustache? Une petite moustache? Ah, j'en jurerais pas, mais je crois bien que si. Ça ne voulait rien, Cuchera. Et par la suite, j'ai refait un 2e Francis Blanche Bourvil, et enfin un 3e Francis Blanche Bourvil. C'était respectivement La Grande Lessive, où il jouait un chirurgien dentiste avec une perruque blonde, parce qu'il aimait beaucoup se changer.
de rire maintenant, jamais je pas ça. Non, vous n'allez pas faire ça. Non, vous n'allez pas faire ça. Nous ne sommes pas seuls. C'était plus fort. Tu le connaissais, toi, ce type-là? Moi, j'en ai vu. Et alors, pourquoi tu lui as fait un signe? Je crois que je te connaissais. T'as compris maintenant? Allez, monte. Dépêchez-vous, docteur. L'émission a lieu dans 3 quarts d'heure. Elle a lieu où cette émission en direct? Au musée colonial, au bois de Vincennes. Vous nous suivez, hein? Tous au musée colonial au bois de Vincennes. Musée colonial, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc. Elle t'a fait du rentre-dedans à toi aussi, la grosse nana? Oh, la grosse nana, le mataf. Oh, et au bois de Vincennes, il voulait. Salope, va. Ensuite, il y a eu l'étalon, dans lequel il faisait un contrôleur du fisc, qui était un garçon très catholique. J'ai pris mon tour, monsieur Pointard. Oh, pardon. Ah, monsieur le Mercier, vous aviez parié 10 francs et vous avez perdu. Hé là, vous jouez de l'argent? Oh, très peu, nos moyens sont modestes. Vous jouez de l'argent sans payer à l'État les droits qui lui sont dus. Vous fondez le fils. Bon, écoutez, monsieur Dupuis, nous savons que vous êtes percepteur, mais enfin, nous sommes en vacances. On n'a pas de vacances pour un percepteur. Oh, allez, c'est l'heure du Ricard. C'est moi qui vous l'offre, hein? Tentative de corruption. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Non. C'était un cateau, comme il y en a beaucoup, qui était très respectueux de la vertu et qui se trouvait embarqué dans une situation avec Bourvil qui dépravait les femmes sous forme en leur fournissant des étalons remboursés par la sécurité sociale. Mesdames, nous sommes soucieux de votre confort. Aussi, nous tenons un cahier à votre disposition pour y noter toutes les suggestions que vous pourriez faire. On m'a dit qu'il était blond, mais moi je préfère les bruns. Que faire? Ah? Question judicieuse. Nous n'avions pas pensé à cela. Nous organiserons un petit référendum. Vous, madame, comment les préférez-vous? Blond, brun? Chauve. Trop aimable à vous. Alors, suivante. Madame, quelle lettre avez-vous? Moi, Z. Et encore, c'est pas sûr. B. Ah, B. Ah, c'est vous. Excusez-moi, ici, chacun son tour. Et ça tournera rond. Toutes les femmes qu'il a aimées, il les a beaucoup aimées. Et moi, j'ai vécu plusieurs de ses vies, si vous voulez. Et il avait une sorte d'élégance d'homme trompeur. Et il me disait, Fais Roger, je ne suis pas un lâche. Je n'irai pas, quand je suis avec Evelyne, téléphoner en douce à Arlette. Je trouve ça déloyal. Quand je suis avec Evelyne, je suis avec Evelyne. Quand je suis avec Arlette, je suis avec Arlette. Là. Là. Non. Il me dit, j'arrive même parfois à me faire emmener à l'aérodrome de Nice par une femme. On se dit au revoir et ne pose pas de questions. Je ne lui promets rien. Et j'arrive à Orly, une autre femme m'attend. Et je dis à 5 heures, j'ai quelque chose à faire. Et j'en retrouve une troisième. Et je crois qu'entre 7h et 8h, j'ai 1 heure de libre. Je crois que je vais prendre une maîtresse. Non, par là. Par ici. Par ici. Par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Petite parisienne. Oh là, attendez-le, il va s'envoler. Par ici, par ici. Comment était-il pendant les tournages? Il arrivait à l'heure, par exemple? Toujours. Très grand professionnel. Tourner au cinéma? Je l'ai vu tourner, oui, je l'ai vu tourner au cinéma, oui, effectivement. Dans quel film? Dans quel film? Dans Tartarin de Tarascon. Tartarin de Tarascon, j'avais 5 ans, en 62. Et puis là, c'est-à-dire qu'il m'a utilisé. Il s'est servi de moi pour me prendre comme
un personnage par rapport au soleil. Je suis un petit enfant au milieu d'une rue. Le soleil descend, mon ombre s'allonge. Voilà ce que le soleil en a fait. Eh bien, je crois que pour aujourd'hui, la chasse aux casquettes est terminée. Vainqueur, une fois de plus, avec 48 casquettes et un béret, Tartarin de Tarascon. On a tous étudié Tartarin quand on était à l'école, et comme c'était beaucoup plus gai que ce qu'on avait l'habitude d'étudier, on en a gardé un souvenir ému et attendri, et même on a eu tendance à le transformer en une chose très très drôle. Or, Tartarin de Tarascon, c'est quand même pas une grosse farce. Et c'est ce malentendu-là que je voudrais éclaircir, d'ailleurs. Il ne faudra pas s'imaginer, quand on viendra voir le film Tartarin de Tarascon, trouver un gros bonhomme en short qui poursuivi dans le désert par un lion qui essaie de lui mordre les fesses et qui se réfugie dans un cocotier et qui retombe dans la boue. Il n'en est pas question, ça absolument pas. L'œuvre d'Alphonse Daudet est une suite de petites aquarelles, émues, souvent, ironiques, humoristiques. Je ne pouvais pas me permettre d'en faire une grosse peinture à l'huile. Pourquoi au cinéma, il est un peu passé inaperçu? Ce sont les critiques qui l'ont attendu au virage, parce que c'était un garçon tellement brillant et qui était corrosif. Il attaquait beaucoup de gens, vous savez, il disait par exemple « Oh, j'ai fait une belle émission dimanche dernier, je me suis fâché avec 6 personnes. » Pour lui, c'était, si vous voulez, il avait misé juste et fait mouche. Alors évidemment, à la fin, quand il a fait son film Tartarin de Tarascon, où Jean-Marc Thibault et moi, nous étions des boy scouts, il s'est fait assassiner. Vous répondez même aux questions épineuses? Oui, surtout aux questions épineuses. Alors, qui est-ce que vous avez giflé ces derniers mois? Eh bien, figurez-vous qu'il y a très longtemps que je n'ai pas giflé. Pourquoi? Vous avez mal au bras? Non, mais ça vous aurait fait plaisir. Hein, que c'est amusant, c'est une chronique colorée, ça. Il est pour la réouverture des claques. Qu'est-ce que vous faites mardi? Voulez-vous qu'on se voit et qu'on se gifle? Hein, ça peut être amusant. Est-ce que vous avez fait partie de l'expédition Signé Furax, cette émission qui a duré des années? Malheureux barbu. Moi, j'étais Mortimer et Jean-Marc Thibault Rinaldo. Alors Mortimer, je m'appelais Mortimer à cause d'Aimé Mortimer. Alors il m'avait demandé de prendre une voix d'un personnage comme ça. Dis donc Rinaldo, qu'est-ce qu'on fait? Je faisais un tueur, vous voyez. C'était très drôle parce que cette pauvre Aimé Mortimer disait « Écoute Francis, tu me ridiculises avec ce garçon qui fait un tueur complètement abruti. » Signé Furax. À suivre. Francis Blanche, n'est-ce pas, c'était un génie, Francis Blanche. C'était un homme qui avait un esprit extraordinaire. Alors, on jouait un texte, je me souviens, un film pas quand même de haute volée. Et alors, Francis Blanche ajoutait toujours des trucs au dernier moment, sans nous prévenir, qui étaient insensés. Le gruyère qui tue. 700e épisode. C'était toujours dans le rire et dans l'amusement. Elle va mourir là, maman. Les gays qu'ils boivent frais, le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille. Les bons vins de la bonne treille se font en rouge ou en blanc. La bonne treille, c'est le décapant de l'estomac. Il dit aussi qu'il était le roi de la blague radiophonique. Quand il téléphonait à des gens très importants, on s'en passait pour quelqu'un d'autre. Oui, une des plus belles dans les blagues radiophoniques, c'est d'avoir téléphoné à la marquise de Sévigné. Bonjour madame, je voudrais savoir, c'est pour acheter des crottes de chocolat et puis vous me les envoyez à des prix pas trop chers, c'est pour expédier aux États-Unis. Je voudrais mettre dedans de la cocaïne, voyez-vous. Dans les crottes de chocolat, on met de la cocaïne, on remet le beau couvercle, et puis c'est la marquise de Sévigné. Mais monsieur, mais ça n'est pas possible. Mais si, on va s'arranger, on fera moitié-moitié. Vous imaginez le drame que ça faisait. Ils voulaient mettre de la cocaïne dans des crottes de chocolat. Et cette histoire aussi avec les coffres forts. Ils voulaient acheter des coffres forts pour les revendre, mais que le fond soit en carton. Ils voulaient que le fond des coffres forts,
Il fait, alors vous me faites le coffre-fort normal et vous mettez le dessous en carton. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Alors je les vends à des amis et puis après ça vous regarde pas. Vous demandez quel numéro? Je voulais le thermomètre. Monsieur Rouanette, il est absent jusqu'à 18h exceptionnellement aujourd'hui. Voulez-vous laisser votre nom et une commission? Oui, vous m'avez parlé de qui? Vous demandez Monsieur Rouanette? Monsieur Rouanette? Non, thermomètre. Fabricant de thermomètre, alors je ne sais pas, mais quel numéro vous avez fait? Vous savez bien le numéro que vous avez fait? Oui, OB. Je vous entends très mal. Non. Vous avez compris un autre numéro? Moi, je vous entends bien, madame, vous ne m'entendez pas? Bon, alors appelez Danton 0608. Mais après 18h, alors. À vrai dire, il y en avait une personne qui le reconnaissait sur 10, à peu près. Au bout de 2-3 minutes, il y avait des gens qui disaient « Vous ne seriez pas par hasard Francis Blanche ou ce ne sera pas pour la radio ?» Mais la majorité des gens marchaient. Oui, évidemment, vous vous rendiez bien compte que depuis quelques instants, il se passait une série de choses insolites, un peu inhabituelles, pas très ordinaires, et que tout ça devait se terminer par une incongruité. Cette incongruité, c'est ma présence ici devant les caméras des actualités télévisées. Je ne comprends pas très bien, d'ailleurs, pourquoi on m'a demandé à moi spécialement de venir vous présenter ces actualités aujourd'hui. Peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est le lendemain du 31 mars, ou peut-être parce que c'est la veille du 2 avril. Car nous sommes aujourd'hui le 1er avril, ça c'est certain, j'ai une grande confiance en le calendrier, moi, vous voyez, il est formel. Il est quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-vous, 37 déjà, c'est de la fièvre. Hein? Et alors, il passait son temps à faire des farces dans la vie, toujours dans la dérision. Je pense qu'on vous a raconté l'histoire de cette voiture qu'il emboutissait devant chez lui. Bon, alors que c'était la sienne. Bon, mais je veux dire, justement pour provoquer. C'était un provocateur. Enfin, toujours est-il, je suis là maintenant, et je vais vous présenter non pas les actualités télévisées, comme vous avez l'habitude de les voir, mais les actualités télé-révisées, dont le premier sujet, d'ailleurs, intéresse tout premier chef les Parisiens, bien sûr, et tous les Français qui, en général, ou en civil, consomment de l'essence. Il y a du pétrole à l'Étoile. Oui, la chose paraît à peine croyable. On creuse en plein Paris, en pleine place de l'Étoile. On creuse pour trouver du pétrole. Jour et nuit, des pionniers travaillent, des machines forent, des moteurs tournent pour arracher au sol de la capitale le précieux pétrole, source d'énergie et de richesse. Déjà, une société s'est constituée, la RATP, Régie Autonome des Travaux Pétroliers. Les plans et les cartes sont formels, le pétrole est là dans l'œil de la capitale. Alors je me permets de signaler à l'attention de nos excellents confrères les journalistes de télévision ces lunettes de mon invention qui leur permettront de regarder leur public dans les yeux tout en consultant tranquillement leurs notes, comme ceci. De Nancy, un ingénieur a trouvé le moyen d'obtenir de l'essence avec de l'eau. Son procédé consiste à prendre dans sa cave des bouteilles d'eau minérale qui lui viennent de sa grand-mère et à aller les vendre à l'épicier du coin. Ensuite, avec l'argent ainsi recueilli, il achète de l'essence à la station-service. C'est au dire des savants le seul procédé actuellement connu pour obtenir de l'essence avec de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Remarquez, si on veut amener quelque chose de nouveau dans les actualités télévisées, il ne suffit pas de changer le générique, il ne suffit pas de présenter des sujets intéressants mais insolites comme celui que vous venez de voir. Il faut aussi changer un peu le ton, n'est-ce pas? Il faut qu'on sente que le journaliste se sent à l'aise, qu'il se sent devant la caméra comme chez lui, n'est-ce pas? Comme s'il était avec des amis. Et devant des amis, on ne se gêne pas. On va. Alors, en ce moment-là, une petite espèce de situation de relax qui se produit. Et d'abord, pourquoi toujours assis sur une chaise devant un bureau, hein? Je vous demande un peu. Allons, bousculons les principes, brisons les cadres. Allez, faisons de la télévision sur une grande échelle. Là, on domine la situation, on est à la hauteur des événements et on peut vraiment, en toute connaissance de cause, passer la parole. J'ai rarement aussi ri dans ma vie qu'avec lui, avec quelques-uns de ses amis. Le rouge est mis. C'est pas du rouge, c'est du whisky. Non, on dit bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour.
Vous avez reconnu aisément Francis Blanc. Mais qui ne le reconnaîtrait pas? C'est un de mes favoris. Oui, c'est un de vos favoris. Entrez. C'est Frankenstein. Nerveux, hein? Vous avez demandé à me boire? C'est fait. J'ai rien demandé. Je me présente, Dr. Knock. Rien demandé. Alors, c'est dit ça. Parlerai qu'en présence de mon avocat. Allô, maître. Je vous ai examiné, n'est-ce pas? C'est dit que ça vous chatouille ou c'est dit que ça vous gratouille? Tiens, vous êtes romain, vous aussi? Je vais vous examiner, n'est-ce pas? Tiens, vous l'avez ici, vous. Ça ne vous gêne pas? J'ai soif. Vous avez soif? J'ai soif. Je vais vous psychanalyser, n'est-ce pas? J'ai soif. Vous voulez vous allonger? J'ai soif, je ne veux pas m'allonger, j'ai soif. Vous avez soif de quoi? J'ai soif, monsieur. Est-ce que vous connaissez mon cas? Ah, vous travaillez à l'œil? Ben, je crois pas. Ça va déjà faire des économies. Oui? Savez-vous, monsieur, ce qui m'amène chez vous? Non. Eh bien, j'étais un ancien gars de la narine également. Décontractez-vous, mon petit. C'est impossible, monsieur, car voilà une quinzaine de jours que ça m'a pris. Je suis vampire, monsieur. Vampire? Oui, monsieur. Vampire. Ah, oui, le second vampire. Le second vampire. Loin, malheureusement. Et alors, ça se traduit par quoi? Eh bien, ça ne se traduit pas, c'est intraduisible, malheureusement. C'est intraduisible. J'ai les canines qui... Oh, vous avez une belle exposition canine, d'ailleurs. Oui. Ça commence à pousser, là. Ça commence à pousser, monsieur. Bon, alors, savez-vous ce que je ressens? Non. Je vous le donne en sang. Oui. Et ben voilà, c'est ça. C'est le sang qu'il faut, monsieur. Le sang, monsieur. Ah, qu'est-ce que que je fasse? Ben, je ne sais pas, écoutez-moi, je ne sais pas, quelque chose. Ah, si, vous oui. Vous voulez danser? Non, laissez-moi, il me mordra. Laissez-moi prendre mon potage. Non, il ne faut pas de moustache quand on aime la soupe, monsieur. Arrachez-le. Il vivait à 200 à l'heure. Il avait une rapidité d'esprit extraordinaire. Il pouvait s'occuper en même temps de choses à la fois. Ça, c'est vrai aussi. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des auteurs dramatiques en ce moment qui sont joués dans plusieurs théâtres. Ils sont joués dans 5-6 théâtres en même temps. Ils tiennent plusieurs affiches avec énormément de succès. Et je me suis demandé comment ces gens arrivaient, n'est-ce pas, à écrire toutes ces pièces, parce qu'il n'y a quand même que 24 heures par jour. Et j'ai eu la réponse, c'est très simple, ils écrivent plusieurs pièces en même temps. Là, vous me direz, évidemment, il faut être terriblement organisé. Et j'ai eu la chance d'assister à une séance de travail chez un de ces auteurs dramatiques prolifiques. C'est merveilleux, c'est une usine, c'est extraordinaire. Il y a, tenez, représentez-vous la scène, il y a le bureau, n'est-ce pas, avec 3 secrétaires. Ici, il y en a une brune, teinte en blonde. Là, il y en a une deuxième, une blonde, teinte en rousse. Et là, il y en a une troisième qui est chauve, décolorée. Alors elles sont là, toutes les 3, le crayon en main, le bloc-notes prêt, et tout d'un coup, la porte s'ouvre, c'est le maître, le grand auteur qui arrive. Mesdemoiselles, je vous en prie, nous n'avons pas un instant à perdre, n'est-ce pas? Nous avons énormément de pain sur la planche. Je vous rappelle que je dois livrer ce soir, à 20h exactement, 3 pièces, une cuisine et une salle de bain. Il y a donc énormément de travail. Alors je vais dicter. Auparavant, quand même, je voudrais me résumer un peu, vous, mon petit. Nous en étions restés où? Ah oui, la scène d'amour, c'est ça. La scène d'amour entre Olga et François. Ça, c'est très facile, une scène d'amour, c'est très facile à faire. C'est la scène dans le garage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La voiture qu'il faut réparer d'urgence pour le Grand Prix de Deauville. Bon, ça ira aussi. Quant à nous, attention, c'est la scène dramatique, la scène politique, n'est-ce pas? Ça, il faudra faire très attention parce que la politique, en ce moment, mais avec quelques formules vagues, nous en sortirons très bien. Bon, eh bien, je vais dicter. Tenez, commençons par la scène d'amour. Écrivez... Olga, petite Olga, savez-vous que mon âme est une sorte de cave pleine de secrets et d'élan refoulés? Point d'interrogation. Ce qu'il faudrait, voyez-vous, pour bien faire, tenez à vous, ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est lever le capot et regarder là-dedans avec une lampe de poche. À vous. Je sais bien qu'il y a à la chambre des cuisines dans lesquelles il vaut mieux ne pas mettre le nez. Cette chambre, à vous, cette petite chambre rose et bleue, elle me donne tant d'idées folles. J'ai envie. Eh ben, c'est au fond du couloir à gauche, mon petit, mais revenez vite, nous avons du travail. J'ai envie de commencer par retirer la culasse et sortir tous les pistons. Après tout, faut ce qu'il faut, pourquoi ne pas tout mettre au grand jour? Je sais ce que je vais faire à la prochaine réunion du bureau politique du parti.
Je prendrai mon courage à deux mains et je dirai, messieurs, vous portez tous des barbes respectables, oui, mais je ne vous respecte pas. Je veux arracher vos masques. Je veux retirer ces vêtements qui vous habillent. Je veux vous caresser le dos, le cou, les épaules, les seins, le ventre. Puis je mettrai de l'huile dans tout ça pour que ça marche mieux. Parce que quand la rouille s'y met, plus rien ne fonctionne. Or, vous êtes rouillés, messieurs, gâtés. La chambre du peuple français, la chambre où vos électeurs vous ont envoyé n'est plus ce qu'elle devrait être. Il va se passer dans cette chambre des choses que je n'ose décrire. Tant ce sera sensuel, tendre, troublant. Mes mains hésitantes se perdront dans des caresses inouïes. Je vous démontrerai les culbuteurs. Je vous gratterai les vis platinées. Je vous soufflerai dans le gicleur. Je donnerai un grand coup de balai dans ces institutions périmées. Et vous, les trafiquants, je vous dénoncerai. Je vous poursuivrai, je vous harcèlerai. Je vous mordrai l'épaule. Je vous ferai des gousi-gousi derrière l'oreille. Et une bonne pulvérisation par en dessous au pétrole. Et puis, messieurs, je vous prendrai à bras-le-corps. Je vous conduirai vers l'alcôve. Je vous déposerai dans les draps. Je vous ferai un bon técalémite dans la boîte et le pont arrière. Et quand je n'en pourrai plus, quand j'en aurai assez, je vous foutrai ma démission. Rideau, rideau, rideau. Francis aurait fait une très grande carrière, encore, puisqu'il est mort à 53 ans. Et il avait beaucoup de choses à faire. Il pouvait devenir un grand acteur dans le style de Serrault d'aujourd'hui, Garde à vue ou des choses comme ça. Il aurait pu aller jusque-là, s'il avait vécu. Là, il commençait à changer. Sophie, je t'oublierai jamais, tonton, tu sais. En tout cas, je veux être enterré à l'église. Compte sur nous. Tu auras un bel enterrement. C'est fini, oui. Thomas? Oui. Elle fait des économies, elle pleure que de l'œil qui est du côté de la caméra, t'as vu? J'ai préféré comprendre mon père dans les moments très durs, très déchirants. Et alors bon, ça m'a mis, pour moi, les blagues de radio, les coups de fil, j'en voulais pas. C'était pas pour moi. C'est bon, voilà. Mais maintenant non, ça y est. Quelle image gardez-vous de votre père? Quelle image quelques images, sont des images, oui, justement. Sont des situations, des images de tendresse. Enfin, je sais pas, c'était très et très marquant. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai les drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Je suis là. Par ici, par ici, par ici. Par ici, par ici, par ici, par ici. Par ici, par ici. Et là, nous, on est venus pour tourner un film, La Grande Mafia. Vous avez dégré? Ça finit les vacances. Ah, Cayenne, ah, Cayenne. Bien, madame. Mais non, je suis con. C'est pour jouer le rabbin des bois. Oui. Vous avez déclaré? Et vous? Je suis l'époux d'une femme très chic, malheureusement. Elle a un tic à tout moment, elle fait comme ça. Mais voilà que depuis quelques jours, ce tic m'a saisi à mon tour. Et maintenant, je fais aussi Non. Bah, c'est une jolie chanson, ça. On chantait ça au petit casino dans le temps pour la grande joie de nos grands-pères et de nos grands-mères. C'est raffiné, c'est d'un goût parfait. Mais voilà que l'autre jour, elle me fait, je peux plus agrafer mon corset. Mon vieux, je crois bien que je suis rien. Juste non. Rien qu'un trou noir où s'engouffrent les feuilles. Mais moi, j'irai chaque jour pleurer sous les verveines, je me suis trompé de tisane, là. Ça, c'est des boudins. C'est une tisane, c'est pas une... Sous les verveines. Une tisane. Les queues de cerises. Voilà, bien, bravo. Je vais aller pleurer sous les queues de cerises à mon âge, monsieur. Je regrette, j'ai ma dignité. Alléluia, alléluia,
Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Sans parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Oui, c'est le parti comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, protéger les patries de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie de ces partis parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, un seul parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que les plus hauts des idéaux. C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Trémagneux, pour qu'est-ce qui ne va pas parti d'Henri, c'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, vivre heureux, prenons le parti d'Henri. La loi et la gaieté peuvent de son vivre, la franche gaieté, la saine gaieté, la bonne gaieté des familles. Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nos buts sont déjà fixés, réconcilier les œufs brouillés, faire que le vaudor puisse se coucher, apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler, faire sauter les plans à coups de trique et les pommes de terre au plastique, exiger que tous les volcans se ramener une fois par an, faire simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus, et pour mauvais qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. 1, 2, 3, demandez le programme. 4, 5, 6, en prendre partout. 7, 18, 32, je le paye sans sous. 9, 43 demi, adhérez. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, oui, non, si, merde, de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Et voici ce qu'est notre parti. Oui. Bon, Grognache, ne perdons pas de temps. Actionne la chasse d'eau. Mais... Obéis, tire. En ordre de marche? Parfait. Mais comment, monsieur Claquemuf? Vous voulez nous faire évader par... Pourquoi pas, imbécile? Il vaut mieux s'émouiller que se compromettre. Mais vous croyez qu'on passera? Tout passe dans la vie. Allez, vas-y, plonge les premiers, je te suivrai. Prends ton souffle. Hop. Voilà, Ed. Remplis-toi vite, réservoir. Oh, mon sauveur. Bien le bonsoir, monsieur Fouvreau. Navré de vous fausser compagnie. Et... hop. Monsieur Fouvreau! Monsieur Fouvreau! Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ils sont partis. Enfuis? Évadés. Oh oui, j'avais demandé à... Alors on les a conduits au... Et ils sont restés dans le... Alors on a ouvert la porte du... Mais ils avaient quitté les... Mais bon sang, comment ont-ils fait? Oh, grand idiot, mais c'est un vieux truc, ça! Vous n'avez jamais écouté Malheureux Barbu? Mais par où sont-ils passés? Dans ces endroits-là, il n'y a que deux sorties. Celle-ci et celle-là. On tire la chasse et hop, crétin. Mais c'est un accident, patron. Un accident de chasse. Il faut les rattraper, allez. Vous, surveillez cette issue. Oui. Bon, compris. Je reste sur les lieux. C'est le cas de le dire, imbécile. Allô? Allô, cet observatoire de Nice? Oui, monsieur? C'est Galetta de la Turbie qui vous téléphone. Dites, passez-moi vite quelqu'un. Qui c'est? Galetta de la Turbie. Passez-moi vite quelqu'un. Pour le servir. Vous n'avez pas vu ce qui vient de passer? Passez-moi vite quelqu'un d'observatoire.
Et vite. Allô, allô. Allô, dites, c'est Gaëtan, la Tulbi. Dites, vous avez vu ce qui vient de passer? Non. Oh, Dieu, mais vous avez pas vu? Non, à quel endroit? Et dans le ciel, tiens. Mais dans quelle direction? Eh bien, justement, dans la direction de Nice, mais je parle de la Turbie, hein. Ah, vous êtes à la Turbie, vous? Eh oui, vous avez pas vu? Non, il y a longtemps? Eh, là, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, hein. 2 ans, 3 ans? Ah oui, là, ça, on a le temps maintenant, parce que d'ici que ça se reproduise, hein. Non, mais quand est-ce que vous l'avez vu? Et c'est les enfants qui l'ont vu. Mais quand? Oh, je sais pas, maintenant, la petite, elle est mariée. Oh, ça fait, je vous dis, ça fait 2 ans, 3 ans. Ah non, on n'a rien vu, monsieur. Ah bon? Ah, ben, je vous téléphone la prochaine fois, hein. Bon, c'est ça, oui. Ah, bonjour chez vous. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.